La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec les conseillers Laurence Pécaud-Rivolier et François Pillon. Bonjour Laurence, comme chaque mois, avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble, nous commençons par évoquer l'actualité des décisions de la Chambre sociale. Alors, deux décisions récentes ont retenu notre attention. La première est une décision qui évoque les conséquences du harcèlement moral en entreprise, une question évidemment centrale pour toute communauté de travail. Et nous parlons ici d'un arrêt rendu le 1er décembre 2021. Alors, dans cette affaire, ce qui était en jeu, c'était la validité du licenciement d'une salariée cadre d'entreprise à qui on reprochait des agissements de harcèlement répétés envers ses subordonnés. Il se trouve que cette salariée détenait un mandat de représentation et bénéficiait de ce fait de ce qu'on appelle un statut protecteur. Oui, le statut protecteur, c'est le statut qui protège les salariés qui détiennent un mandat de représentation syndicale ou d'élu et qui, de ce fait, pour éviter qu'ils ne soient éventuellement victimes de représailles de la part de l'employeur, en raison de ce mandat, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Exactement. Et alors, en l'occurrence, la salariée détenait un mandat de représentation extérieure à l'entreprise. Elle siégeait en fait au sein du conseil d'administration d'un organisme social. Quoi qu'il en soit, l'employeur décide de la licencier en raison des faits de harcèlement qui lui étaient reprochés et qui étaient suffisamment graves pour que les salariés qui travaillaient avec elle aient été jusqu'à exercer leur droit de retrait pour dénoncer la situation de danger qui en découlait pour eux. L'inspecteur du travail accorde l'autorisation de licenciement en visant les faits de harcèlement et la salariée est licenciée pour faute grave. Mais après le licenciement, la décision d'autorisation est annulée par la juridiction administrative parce qu'elle comporte un vice de forme. Or, la loi prévoit que dans le cas où une autorisation de licenciement est annulée, et quel que soit le motif de cette annulation, le salarié peut demander sa réintégration dans l'entreprise. Et c'est ce que fait justement notre salariée harceleuse. Oui, mais alors, situation inextricable, on l'imagine pour l'employeur. Comment réintégrer un salarié dont il est avéré qu'il harcèle ses collaborateurs et à l'égard desquels l'employeur est tenu de prendre toute mesure de prévention pour assurer leur sécurité? Et c'est ce dilemme qui a été soumis au juge. Alors, il se trouve que l'obligation de réintégration comporte une exception qui est admise traditionnellement par la jurisprudence. C'est lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité absolue de mettre en œuvre cette réintégration. En général, c'est parce que le poste n'existe plus dans l'entreprise et qu'il n'est pas possible de reclasser le salarié sur un poste. Mais dans cette décision du 1er décembre, la Chambre sociale va considérer que les faits de harcèlement avérés reprochés à la salariée constituent un autre cas d'impossibilité de réintégration, précisément au regard de l'obligation de sécurité extrêmement forte qui pèse sur l'employeur vis-à-vis de l'ensemble de ses salariés. C'est donc une mise en balance des droits qui penche du côté de la préservation de la santé et de la sécurité des autres salariés. Alors, le deuxième arrêt est relatif au contrat à durée déterminée et aux conditions dans lesquelles l'employeur peut les renouveler lorsqu'il s'agit de remplacer un salarié qui est absent, par exemple en raison d'un arrêt maladie. La question ici était de savoir si on applique à ces contrats à durée déterminée de remplacement la règle qui est posée par l'article L 1244-3 du Code du travail qui interdit de signer plusieurs contrats à durée déterminée successifs sans qu'il n'y ait entre ces CDD un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat. Oui, ce délai de carence vise à empêcher qu'un employeur ne signe des contrats à durée déterminée successifs afin d'éviter de recruter par un contrat à durée indéterminée. Et d'ailleurs, la sanction est très lourde. C'est la même que lorsqu'un CDD est poursuivi au-delà de son terme. S'il est renouvelé sans respect du délai de carence, il est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée. Mais
La loi prévoit quelques exceptions à l'obligation du délai de carence, et c'est notamment le cas lorsque le CDD a été conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent et dont l'absence se prolonge. Dans ce cas, le salarié remplaçant peut voir son CDD renouvelé sans délai de carence pour continuer à remplacer sur le même poste sans discontinuité. Alors, ça, c'est lorsqu'un salarié remplace un salarié dont l'absence se prolonge sur le même poste. Il n'y a pas de délai de carence. Mais qu'en est-il lorsqu'il est demandé au salarié de pourvoir successivement au remplacement de plusieurs salariés qui sont absents? Et dans ce cas-là, l'employeur peut-il le faire par des contrats à durée déterminée successifs sans respect du délai de carence? Alors oui, c'est possible. La jurisprudence l'admet traditionnellement et c'est ce que vient rappeler ici l'arrêt du 17 novembre. Si les contrats à durée déterminée successifs sont conclus pour remplacer des salariés absents, il n'y a pas d'obligation d'un délai de carence, même si les remplacements concernent des salariés différents de l'entreprise. La seule condition, c'est que dans chacun des contrats, il soit bien indiqué nominativement quel est le salarié remplacé. Par exemple, dans notre cas, le salarié avait été successivement engagé par 4 CDD pour remplacer 4 salariés différents absents de l'entreprise et la Cour de cassation a approuvé les juges du fond de dire que ça ne pouvait pas donner lieu à requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Alors, dans cette hypothèse, il n'y a pas de limite à ce qu'un même salarié accumule les contrats successifs dans une même entreprise pour remplacer des salariés absents. Alors si, il y en a une, et c'est une limite qui est commune aux successions de contrats à durée déterminée. Il faut qu'au final, cette succession ne finisse pas par correspondre en réalité à un moyen de satisfaire un besoin structurel de main-d'œuvre. Par exemple, récemment, la Chambre sociale a jugé que 23 contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié sur un espace-temps de 2 ans pour pourvoir à des absences diverses et variées en congés annuels, maladies, récupération, etc., montraient qu'en fait, il y avait un besoin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Et le juge a requalifié les CDD successifs en un contrat à durée indéterminée. Autrement dit, il peut y avoir une souplesse pour maintenir le remplacement des salariés absents, mais pas un détournement de la règle, selon lesquelles les contrats à durée déterminée doivent toujours être des exceptions au principe du recrutement normal des salariés en contrat à durée indéterminée. Et nous poursuivons La Sociale Le Mag avec notre décryptage. Alors nous avons choisi de décrypter ensemble une décision que la Cour de cassation a rendue le 10 novembre dernier et qui porte sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut se servir d'un système de vidéosurveillance pour établir des faits fautifs commis par un salarié. Alors, disons-le d'emblée, le sujet est difficile parce qu'il met en jeu des droits très différents qui dessinent un ensemble d'obligations légales que doit respecter toute personne qui met en œuvre un dispositif de surveillance par caméra, auquel s'ajoutent des dispositions spécifiques en droit du travail lorsque ce sont les employeurs qui mettent en place un tel dispositif. Oui, donc il faut combiner les protections qui sont mises en œuvre par le droit commun, notamment celles relatives au droit à l'image, et celles qui sont mises en œuvre spécifiquement au profit des salariés par le droit du travail. Donc pour bien comprendre la portée de l'arrêt, il faut d'abord dresser un panorama de la législation qui encadre la possibilité pour un employeur de mettre en œuvre une surveillance par caméra vidéo. Et la première obligation est celle de respecter la réglementation relative au traitement des images. Dès lors que les images captées par les caméras sont enregistrées pour être stockées sur un disque dur, et c'est le cas de la presque totalité des dispositifs, elles sont regardées comme faisant l'objet d'un traitement de données à caractère personnel qui les soumettent aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dite Informatique et Liberté. Celui qui met en œuvre le dispositif de surveillance par image doit respecter ces dispositions et notamment le droit à l'information des personnes dont l'image peut être enregistrée. Et dans une entreprise, il s'agit des clients et des partenaires commerciaux de l'entreprise, mais aussi au premier chef des salariés. Et d'ailleurs, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, qui est une autorité administrative indépendante, dotée d'une mission d'information et d'accompagnement, mais aussi de contrôle et de sanction, est compétente pour faire respecter ces dispositions légales et notamment ce droit à l'information dans les entreprises.
Et elle porte à cet égard des exigences fortes en matière de transparence de l'information et préconise qu'elle porte sur les finalités du traitement installé, la durée de conservation des images, le nom ou la qualité du responsable ou du délégué à la protection des données, l'existence de droits informatiques et libertés, et enfin le droit d'introduire une réclamation auprès d'elle. Donc la première obligation, quand on va installer un système de vidéosurveillance, c'est de respecter les obligations générales qui sont liées à la protection des données personnelles, c'est-à-dire celles qui sont prévues par la loi informatique et liberté qui a été modifiée au regard du règlement européen du 27 avril 2016 relatif au traitement des données à caractère personnel. Mais au-delà, il y a d'autres obligations qui s'ajoutent en fonction des lieux dans lesquels le dispositif de surveillance est installé et de ce qu'il cherche à capter. Oui, si les caméras filment à l'extérieur de l'entreprise, la voie publique, c'est-à-dire les abords de l'entreprise, les dispositions légales qui s'appliquent sont celles relatives à la vidéoprotection des articles L251-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Et l'installation est soumise à une autorisation administrative délivrée par le préfet après avis d'une commission départementale de vidéoprotection. Il existe ici également une obligation d'information des personnes filmées. Et ce sont ces mêmes obligations qui s'appliquent si les caméras filment à l'intérieur de l'entreprise et qu'il s'agit d'espaces ouverts au public, par exemple les entrées et sorties de magasins, les espaces de vente, les comptoirs, les caisses. Oui, ce sont donc les conditions de droit commun qui sont très strictes, qui sont préalables à l'installation d'une caméra de surveillance et qui conditionnent la licéité du dispositif de surveillance lorsqu'elles ne sont pas respectées, qui ouvrent droit à différents recours. Mais lorsque celui qui met en œuvre le dispositif de surveillance est un employeur, dans le cadre du fonctionnement de son entreprise, est-ce que le droit du travail lui impose d'autres obligations ? Oui, et en premier lieu, l'article L2312-38 du Code du travail prévoit une consultation obligatoire du comité social et économique dans les entreprises de plus de 50 salariés lorsqu'est envisagée la mise en place d'un dispositif de surveillance. Et en second lieu, et cette fois-ci, quelle que soit la taille de l'entreprise, le Code du travail impose, lorsqu'une information concernant personnellement un salarié peut être collectée par un dispositif de surveillance, que l'existence de ce dispositif ait été préalablement portée à sa connaissance. Mais est-ce que ça n'est pas là la même obligation d'information que nous avons déjà abordée et qui est prévue par les textes informatique et liberté ? Pas totalement. Puisque dans un cas, nous sommes dans une obligation d'information de toute personne susceptible d'être filmée, alors que le Code du travail prévoit une information spécifique pour les salariés dans le cadre de la mise en œuvre de tout dispositif de surveillance. Ainsi, si l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut contrôler et surveiller l'activité de ses salariés en utilisant des dispositifs permettant par exemple de mesurer le temps de travail et de repos, de géolocaliser les véhicules de l'entreprise, d'enregistrer les conversations avec les clients, il doit d'abord en informer les salariés. Oui, et on comprend bien que les dispositifs de surveillance, qui constituent des outils extrêmement intrusifs et qui peuvent porter atteinte à la vie privée des salariés, qui est quand même garantie par l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, nécessitent forcément un certain nombre de précautions. Exactement. L'objectif du législateur est de rechercher l'équilibre entre les pouvoirs de l'employeur, qui inclut nécessairement de pouvoir veiller à la bonne marche de son entreprise, à la sécurité des personnes et des biens, et les droits des salariés de protéger leurs libertés individuelles qu'ils conservent sur leur lieu et pendant leurs horaires de travail. En imposant l'information préalable du salarié, le Code du travail invite l'employeur à se comporter de manière loyale et à ne pas utiliser de moyens de surveillance clandestins ou des stratagèmes. C'est une illustration du principe de loyauté qui régit de manière générale les relations de travail entre l'employeur et les salariés. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'un système de surveillance est beaucoup plus efficace lorsqu'il n'est pas connu, lorsqu'il n'est pas dévoilé. Et c'est là qu'on comprend justement que l'optique du législateur, ce n'est pas tant de permettre de chercher la faute du salarié que de chercher à éviter qu'elle ne soit commise. En fait, on est dans le cadre de relations loyales et dans ce cadre, c'est la prévention qui est privilégiée. Et c'est la raison pour laquelle la Cour de cassation juge illicite les enregistrements, quels qu'en soient les motifs,
d'images ou de paroles faites à l'insu des salariés. Donc, il faut que le dispositif de vidéosurveillance ait été déclaré, que les institutions représentatives du personnel aient été consultées et que les salariés aient reçu une information. Si ces 3 conditions sont respectées, est-ce que l'employeur est libre de la manière dont il utilise le système de vidéosurveillance ? Oui, sous réserve toutefois de respecter le principe général du droit du travail rappelé par l'article L1121-1, selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Et à ce titre, la CNIL a par exemple sanctionné un dispositif de vidéosurveillance qui filmait les toilettes, les vestiaires ou encore les salles de pause des salariés, considérant que l'atteinte portée à la vie privée des salariés était excessive. Et la Chambre sociale, pour sa part, a récemment considéré qu'il n'était pas possible de mettre en place un système de vidéo qui filme en permanence un salarié, en l'occurrence un cuisinier, dans l'exercice de ses fonctions. Cette surveillance constante n'était pas proportionnée au but poursuivi par l'employeur de s'assurer de l'absence de réitération par ce dernier de manquements aux règles d'hygiène et de sécurité. Alors je crois qu'on peut récapituler. Il faut donc respecter les dispositions informatiques et libertés, veiller à la consultation des institutions représentatives du personnel, à l'information des salariés, et il faut que le dispositif soit proportionnel avec le respect des droits des salariés à leur vie privée. Les conditions sont strictes, mais c'est ce qui permet à l'employeur, s'il les respecte, de mettre en œuvre un système de surveillance par caméra et d'utiliser les images pour prouver, le cas échéant, une faute du salarié. Mais si une de ces conditions n'est pas respectée, quelle est la sanction ? Eh bien, c'est sur le terrain de la preuve que se déplace le débat, et la jurisprudence considère que les preuves recueillies par un dispositif illicite sont elles-mêmes illicites. Donc l'office du juge sera de rechercher si la preuve a bien été obtenue de manière licite et d'en tirer les conséquences sur l'opposabilité de cette preuve au salarié. Exactement. Et pour s'en tenir à la seule obligation d'une information préalable des salariés, il faut le distinguer plusieurs situations. Tout d'abord, il y a une situation dans laquelle la jurisprudence considère que la preuve par vidéosurveillance est licite alors qu'il n'y a pas eu d'information spécifique pour les salariés. C'est lorsque la caméra est installée dans des locaux qui sont interdits aux salariés. Si un salarié se rend malgré tout dans ces locaux, il ne peut pas reprocher à son employeur d'y avoir été filmé à son insu. À l'inverse, si le dispositif de vidéosurveillance a pour seul objectif de contrôler l'activité professionnelle du salarié, par exemple les caméras filmant les gestes du salarié au guichet de la banque ou à la table du casino, l'absence d'information du salarié et ou des instances représentatives du personnel rend la preuve par l'image illicite. Mais ça, ce sont des situations simples. Il peut aussi y avoir des situations un peu plus complexes qu'on pourrait appeler des zones grises. Par exemple, qu'en est-il quand on a un dispositif de surveillance qui est installé pour assurer la sécurité des personnes et des biens, pour prévenir des vols, des dégradations des biens, dans des locaux dans lesquels travaillent également des salariés? Dans cette hypothèse, le dispositif de surveillance par caméra peut recueillir des informations concernant les salariés, même si ce n'est pas l'objectif premier. Est-ce que les salariés, qui sont, comme tout le monde, informés que le dispositif de surveillance existe, doivent recevoir en plus l'information spécifique qui est prévue par le Code du travail? Oui, et il est temps de revenir à notre arrêt du 10 novembre dernier qui répond précisément à cette question. Dans cette affaire, l'employeur offrait de démontrer, à l'aide d'images tirées d'un dispositif de vidéoprotection installé pour prévenir des vols, que la salariée, vendeuse en pharmacie, saisissait un nombre minoré d'articles ou enregistrait un prix inférieur au prix vente, voire n'enregistrait aucun des produits encaissés. Pour retenir que le moyen de preuve était licite, la Cour d'appel a considéré que la loi autorisait bien l'utilisation de systèmes de vidéoprotection destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes et constaté que les salariés avaient été informés de la mise en place de ce système par une note de service qu'ils avaient signée. Et donc, dans cette décision,
qui était soumise à la Cour de cassation, la Cour d'appel avait considéré que le dispositif de vidéoprotection pouvait également servir à constater une faute de la salariée, peu important que l'employeur n'ait pas délivré une information spécifique aux salariés selon laquelle ce système de vidéosurveillance pouvait aussi servir contre eux. Et c'est cette analyse que la Chambre sociale censure. Elle a estimé que le dispositif de surveillance par caméra permettant également à l'employeur de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement des salariés, le principe de loyauté impliquait que les salariés aient été préalablement informés, que leurs faits et gestes pouvaient être enregistrés et les images utilisées contre eux. En fait, on en revient à cette fameuse obligation de loyauté. L'employeur doit informer les salariés dès lors que le système de vidéoprotection peut également servir à surveiller leurs faits et gestes. Si cette information n'a pas été donnée, la preuve est illicite. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'elle sera systématiquement écartée par le juge ? Et c'est le deuxième intérêt de notre arrêt. On aborde un point extrêmement important car en réalité, sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la jurisprudence de la Chambre sociale évolue. Sauf si la preuve a été obtenue à l'aide d'un stratagème, ce qui alors la rend définitivement illicite et inopposable aux salariés, le juge doit désormais opérer un contrôle de proportionnalité. Oui, ce contrôle de proportionnalité dont on a déjà parlé plus haut, mais là il s'agissait des conditions de mise en œuvre du dispositif de vidéosurveillance par rapport au respect de la vie privée des salariés, là on le retrouve dans un autre contexte. Oui, parce qu'il s'agit ici de prendre en compte un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 octobre 2019. Le principe de proportionnalité est alors ici mis en œuvre pour apprécier l'opposabilité aux salariés d'une preuve illicite. En effet, le droit de la preuve, tel qu'interprété par la Cour de cassation, avant les évolutions induites par la jurisprudence européenne que l'on vient d'évoquer, conduisait à rendre cette preuve toujours inopposable aux salariés. Et cette conséquence systématique pouvait se révéler particulièrement inéquitable, l'employeur pouvant se voir privé de la possibilité d'établir que le salarié avait par exemple commis une infraction pénale alors même qu'il en détenait la preuve par l'image. Alors ainsi, l'introduction du principe de proportionnalité en matière de preuve civile constitue une véritable balance du juge qui lui permet de sous-peser les intérêts légitimes en présence et permettra à la Cour d'appel de renvoi de rechercher si la preuve illicite en considération du défaut d'information du salarié doit être écartée pour cette raison ou si elle doit être admise en considération de la gravité de la faute commise par le salarié et du droit pour l'employeur de la sanctionner. C'est la fin de notre podcast. Vous pourrez retrouver le commentaire de cet arrêt dans la lettre de la Chambre sociale numéro 12. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des références des arrêts que nous avons cités sur le site de la Cour de cassation, www.courdecassation.fr, à la rubrique kiosque, où figurent les lettres des chambres et les podcasts. Merci François. À bientôt Laurence.